Et alors, laissez-moi vous signaler que nous ne l'avons jamais fait avec succès dans les études sur les animaux pour ce type de virus. Nous n'avons jamais fait cela sur les humains auparavant, en tout cas pas nous. Peut-être que les Chinois l'ont fait et j'en parlerai dans quelques secondes. C'est pourquoi nous n'avons pas vraiment de traces de succès. Ce vaccin a été envoyé au centre de distribution avant même d'avoir montré le moindre intérêt pour l'approbation de la FDA. Réalisez-vous ce que je veux dire, il a été déployé pour la distribution. Je sais qu'au Nebraska, il était dans les centres de distribution bien des jours avant que la FDA ne soit sur le point de l'approuver. Mais comment ? Avez-vous le sentiment que la médecine est utilisée comme une arme contre notre liberté et que ce coronavirus a été utilisé pour piétiner nos droits ? Eh bien, vous n'êtes pas les seuls. Aujourd'hui, nous avons une invitée très spéciale, le docteur Lee Merritt. Et elle a un CV, je pourrais passer toute une demi-heure dessus, mais je vais plutôt, juste disons, le passer en revue vraiment rapidement. Elle a commencé sa carrière médicale à 4 ans en faisant des visites à domicile avec son père. Elle est membre depuis toujours de la Société médicale d'honneur Alpha Omega Alpha. Elle est l'ancienne présidente de l'Association américaine des médecins chirurgiens, qui est vraiment un merveilleux groupe de docteurs, et a été au conseil d'administration de l'Association médicale de l'Arizona. Ce CV est tout simplement incroyable. Médecin de formation classique, elle a obtenu son diplôme de médecine à l'école de médecine et de dentisterie de l'université de Rochester. Elle a été chirurgienne orthopédique de la colonne vertébrale pendant 27 ans. Elle a étudié les armes biologiques. Elle a effectué son stage au Centre médical naval national de Bethesda au Maryland en médecine interne. Puis elle a été résidente en chirurgie orthopédique au Centre médical naval de San Diego. Elle a passé 10 ans comme chirurgien militaire un peu partout. Elle a reçu la bourse Lewis Goldstein en chirurgie de la colonne vertébrale, la seule femme au monde ayant reçu cela. Incroyable CV. Elle a été le porte-parole des médecins pour la préparation des astres, une fantastique conférence, si cela ne vous est pas familier, et elle est un genre de libre penseur. Alors, docteur Merritt, nous vous remercions tellement d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. Oh, merci. Ça a été une semaine passionnante. J'étais à Washington, D.C. avant ça, donc je parie que c'était passionnant. Pourriez-vous partager vos pensées à propos de ce Covid et du comment il est vraisemblable qu'il ne soit juste que l'excuse parfaite pour prendre nos droits, fermer nos commerces et détruire notre économie, passer outre, vous savez, notre droit à l'intégrité physique. Maintenant, ils sont en train de dire qu'il y aura peut-être une vaccination obligatoire. Que pensez-vous de ce Covid? Est-ce que ce virus justifie le niveau d'hystérie que nous avons vu et l'expansion massive du pouvoir gouvernemental que nous avons vu? Eh bien, la réponse simple est non. Cela ne les justifie pas. Et vous savez, quand j'ai donné mon avis en août à la conférence des docteurs pour la préparation des astres, le sujet était SARS-CoV-2 et la montée de la technocratie médicale. On m'avait demandé de parler, mais une idée m'était venue des années avant tout cela. J'avais littéralement commencé à penser une conférence pour eux au cours des 2 dernières années parce que je vais aux réunions périodiquement. Et mon exposé portait sur l'arsenalisation de la médecine. Le problème est qu'au moment où j'étais vraiment prête à donner l'exposé, j'ai dû changer les choses rapidement parce qu'ils l'ont fait. Ils ont fait un peu ce que je pensais. Et vous savez, je crois vraiment que nous sommes en guerre. Nous sommes dans une guerre non conventionnelle, sans restriction, du genre de celle dont parlaient les généraux militaires chinois il y a 30 ans. Et je ne dis pas que cela vient seulement de la Chine, mais c'est la militarisation de proximité. Et ma pensée, avant même que tout cela n'arrive, quand je pensais juste théoriquement à cela, c'était que la guerre a changé au fil du temps. Vous savez, on a commencé à se frapper avec des bâtons, puis on a fait des batailles rangées. Et puis nous sommes arrivés à, vous savez, nous les Américains, nous avons été les pionniers de la guérilla. Nous tirions de derrière les arbres, et les Britanniques pensaient que c'était déloyal, et ainsi de suite. Mais de notre vivant, ce que j'appelle le conflit militaire 4.0, et que j'ai inventé, avant même d'entendre les gens parler maintenant de la guerre de la 5e génération. C'est vraiment de cela dont il s'agit. 4.0, ça a commencé avec le combat, disons, contre Daesh, Al-Qaïda. Et nous savions peut-être qui était l'ennemi, grâce à la Convention de Genève. Ils apparaissaient en tant qu'une entité armée. Ils avaient des uniformes, ils étaient entraînés, ils employaient des tactiques de groupe. Mais nous réalisons que nous ne sommes pas sûrs à 100% de qui l'ennemi était, parce que nous ne savions pas qui les finançait, qui leur envoyait des armes, qui les entraînait vraiment. Donc, il y avait un doute possible. Mais qu'en serait-il si nous passions à l'étape suivante? Qu'en serait-il si ce que j'ai appelé, et ce dont j'ai appris que certaines personnes appelaient la guerre 5.0? Qu'en serait-il si vous aviez une arme si furtive que non seulement vous ne sauriez pas qui est l'ennemi, mais qu'en plus, vous ne sauriez même pas que vous êtes attaqué?
Donc ça ressemblait à la nature, ok? Et c'est vraiment ce que nous sommes ici, à mon avis, c'est ce genre de scénario. Donc ce qu'ils ont fait, et c'est encore une fois ma réflexion à ce sujet, je n'ai lu ça nulle part, mais je sais comment cette chose est arrivée. Une des choses que j'ai apprises, et j'ai en fait appris d'une certaine manière, c'est que ce que j'ai compris, et j'ai ensuite été confirmé par un ingénieur taïwanais dans un avion dans lequel je me trouvais une nuit, et il m'a dit, ils n'écoutent pas. La raison pour laquelle ils n'ont pas été gravement touchés par ce virus, ils ont tout de suite compris, ils n'écoutent pas la propagande du Parti communiste chinois. Ils ne les écoutent pas. Ce qu'ils font, c'est qu'ils ont un département entier qui scrute leurs médias sociaux, et quand ils voient que quelque chose est censuré, ils commencent à y prêter attention. C'est que ça doit être dans la vérité. Et maintenant, c'est quelque chose que nous devons commencer à envisager ici aux États-Unis. Mais je vais vous dire, j'ai pensé dès début février que c'était une arme biologiquement manipulée. Car à la minute où quiconque apparaissait avec des données suggérant cela, il était censuré. Vous connaissez le vieux dicton des pilotes de chasse pendant la Deuxième Guerre mondiale. Quand vous prenez des tirs anti-aériens, c'est que vous êtes sur la cible. Et c'est valable aujourd'hui. Donc à mon avis, et nous n'avons pas le temps d'entrer dans ce sujet, mais je pense qu'il y a une tonne de preuves qui montrent que le coronavirus est un virus bénin qui arrive naturellement, qui ne donne même pas un rhume à la plupart des gens. Mais tout au plus, il peut vous provoquer un rhume. Il ne vous tue pas, il ne vous rend pas très malade. Mais ce qu'ils ont fabriqué, c'est l'appareil de transmission. Alors, repensez à comment nous étions il y a quelques années quand nous sommes entrés dans l'âge du nucléaire. On ne pouvait pas envoyer facilement d'armes nucléaires, nous devions les larguer sur les villes japonaises d'Hiroshima et Nagasaki, il fallait les transporter par un avion. Mais maintenant, la partie difficile a été remplacée par la technologie de missiles guidés. En ce qui concerne les armes biologiques, nous avons eu beaucoup d'armes biologiques au fil des ans, dont celle qui m'inquiétait beaucoup, la variole. Mais la plupart de ces armes biologiques étaient soit difficiles à propager, soit il y avait des traitements contre. Et le problème ici est la propagation. Donc rappelez-vous de l'anthrax et réfléchissez qu'il est arrivé au Congrès par des enveloppes. Il est difficile de propager l'anthrax. Il peut être mortel pour certaines personnes, mais il est très difficile à propager. Donc choisissons, faisons un missile et le missile est le coronavirus, qui est une particule très petite et très transmissible. Il ne peut pas être évité, peu importe ce qu'en dit la propagande. Vous ne pouvez pas vous cacher de lui derrière un petit écran en plastique qui coûte trop cher aux entreprises. C'est juste incroyablement transmissible. Mais c'est très bénin. Maintenant, ajoutez à cela l'ogive. Et l'ogive est une petite protéine qu'ils ont insérée et qui se fixe à votre circuit ACE2. Et les êtres humains ont des circuits ACE2 qui sont en quelque sorte déterminés génétiquement. Et quand vous mettez ce crochet, il y a ce qu'ils appellent la protéine spike, puis elle rentre dans ces circuits ACE2 qui se retrouvent dans votre cœur, vos poumons, vos testicules, dans votre cerveau, qui peut vous tuer. Maintenant, je crois que ce qui s'est passé ici, c'est que, si l'on peut en discuter, je pense que cela a été fait délibérément, mais je ne peux pas le prouver. Soit il a été accidentellement libéré, soit il l'a été délibérément. Mais quoi qu'il arrive, quand il est sorti pour la première fois, comme beaucoup de virus, je crois, que la première génération était plus mortelle. Ok ? Donc c'est sorti. Ça a tué beaucoup de gens à Wuhan, ça a tué des gens en Lombardie. Je dis aux gens, vous savez qu'il y a un problème quand les docteurs sont en train de mourir. Et en Lombardie, des docteurs et des infirmières mouraient. Donc si on ne peut pas se sauver nous-mêmes, nous sommes en difficulté. C'est le moment d'aller vous terrer dans votre cave. Mais alors, vous ne pouvez plus sortir pour boire une bière ou sortir à l'épicerie. Et ça fait juste fermer les commerces des gens pour des raisons de guerre économique. Mais s'isoler contre la variole, par exemple, là, ça fonctionne. Donc de toute façon, c'est apparu en premier en Lombardie. C'est arrivé à New York et c'était probablement la première génération de virus. Et ça a tué un paquet de gens au départ. Mais comme tous les virus que je connais, vous savez, dès qu'il passe au travers d'un autre humain, il devient plus faible. C'est juste un avantage adapté. Si vous étiez le virus Napoléon et que vous vouliez conquérir le monde, vous n'allez pas tuer tous les autres que vous croisez parce que vous n'allez pas pouvoir vous déployer. Alors ce que vous faites, c'est que vous devenez de moins en moins létal et davantage transmissible. Et c'est ce qu'il a fait depuis. C'est ma conviction en regardant d'une vue d'ensemble. Mais ce qu'il s'est passé ici, c'est que dès que cette chose est apparue, elle est devenue... Vous savez, il est très facile de se greffer sur les choses, comme je l'ai dit. Si c'était une libération planifiée, alors on parle de guerre planifiée. S'il s'agit d'un rejet accidentel, alors nous parlons d'une guerre qui s'est appuyée sur ce rejet accidentel. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont utilisé pour créer la peur. Et la peur est un incroyable manipulateur psychologique des populations. Regardez, comme vous l'avez dit, ils ont détruit notre économie. Ils ont détruit une génération d'enfants avec ces masques stupides. Ils nous nuisent de toutes sortes de façons. Et c'est une opération psychologique à ce stade.
Parce que voici l'autre chose que nous avons appris. Je ne pense pas qu'ils s'attendaient à ce que nous, les docteurs comme moi, je veux dire, on n'avait rien à faire, on nous a empêchés de pratiquer, on attendait. Et qu'avons-nous fait? Notre réponse a été d'étudier. Et nous avons appris beaucoup de choses. En fait, j'ai découvert que nous avions des traitements contre les virus probablement depuis la fin des années 70. Et j'ai été diplômée en 1980. Donc je suis un vieux singe, mais mon fils a été diplômé beaucoup plus tard, très récemment. Il est chirurgien généraliste. Et je lui ai demandé, as-tu déjà entendu parler durant tout ton cursus médical et toutes les choses que vous faites que nous pouvions traiter les virus avec ces agents antimicrobiens? Et non, il n'en avait jamais entendu parler. J'ai appelé mon ami en Floride, professeur en médecine interne depuis 40 ans, un authentique docteur de médecine, et je lui ai dit, tu n'as jamais entendu parler du fait que nous pouvions traiter les virus avec un certain type d'agent antimicrobien? Non, il n'avait jamais entendu ça. Alors, c'est le plus gros mensonge. J'ai essayé de publier un article appelé comme ça, mais ils m'ont fait changer le titre en quelque chose dont je ne me souviens pas, mais il s'agit du fait qu'ils nous ont menti pendant 40 ans à propos de ce traitement. Alors voici le tableau d'ensemble. Si vous faites apparaître un virus comme celui-ci, lorsque nous parlons de vaccins et d'autres choses, pourquoi disposons-nous de vaccins? Nous avons des vaccins parce que nous n'avions pas de traitement contre la variole. Nous n'en avions pas et c'était une maladie très mortelle qui avait du sens d'avoir un vaccin. Nous n'avions pas de traitement contre la polio au départ. Il était donc logique d'avoir un vaccin. Mais même sans rien faire, cette maladie, le Covid, a 99,991% de chances de survie lors de la dernière saison virale. Je l'appelle saison virale parce que ce n'est plus vraiment une simple saison grippale. Mais vous savez, durant la saison hivernale, cette horrible saison qui vient de passer, incluant New York et tout ça, c'était le taux de survie dans le monde en comparaison d'une saison de grippe classique, avec 99,992% de chances de survie. Vous voyez une grosse différence? Donc d'abord, ce n'est pas si mortel. Et ensuite, nous avons un traitement pour cela qui fonctionne extrêmement bien, contrairement à toutes les propagandes et les tentatives de falsification de la littérature médicale pour lesquelles ils ont été pris sur le fait, et leurs tentatives de simplement rejeter tout ce avec quoi ils ne sont pas d'accord. Oh, et non seulement nous avons des traitements pour ça, et ils marchent vraiment. Et vous vous dites, pourquoi voudrait-il nous cacher ces traitements? Eh bien, cela peut être pour deux raisons. L'une est que l'industrie du vaccin à 69 milliards vaudra zéro si vous avez un traitement efficace contre toutes ces affections virales aéroportées, comme les oreillons, la rougeole et autres. Ça pourrait aider contre toutes celles que nous ne comprenons pas encore parfaitement. Ok, vous parlez de choses comme la chloroquine et l'hydroxychloroquine, exactement, et de l'ivermectine, et il y en a probablement d'autres. Ces substances sont appelées agents lysosomotropiques, et je peux vous dire qu'un de mes amis m'a appelé. Il est anesthésiste, mais il a étudié en Inde, initialement. Et il était tellement excité, il m'a appelé au beau milieu de la nuit. Au début, on en avait entendu parler avant que Trump ne dise quoi que ce soit. Et au début, je pensais que les médecins ne voulaient pas être d'accord avec ces traitements, car ils n'acceptaient rien de ce que Trump disait, car ils le considèrent comme le méchant. Mais en fait, ces traitements étaient déjà connus, et c'est bien plus gros que quoi que ce soit qui ait à voir avec Trump. Donc il m'a appelé et il m'a dit « Je pense que je sais comment ça marche » parce qu'il avait ressorti son vieux livre de maladies infectieuses et de biochimie en provenance d'Inde et il avait compris. J'ai dit « Ok, si c'est bien la façon dont ça marche, nous devrions pouvoir trouver d'autres médications. » Et ensuite, j'ai trouvé le terme d'agent lysosomotropique. Et j'ai commencé à chercher après ceci. Et il s'est trouvé qu'il y en a à foison, mais la ligne de fond c'est « Pourquoi ne veulent-ils pas que vous sachiez ?» Eh bien, l'industrie à 69 milliards ne vaudra plus rien. Mais plus que cela, si nous sommes au milieu d'une guerre biologique, dans cette guerre multidimensionnelle. Si vous avez un traitement dans votre poche, ils ne peuvent pas vous terroriser avec les virus. Et c'est important parce que même si la façon dont ils ont rendu tout ceci expérimental, ce n'est véritablement pas un vaccin. Mais peu importe ce que c'est que cette chose que vous voudriez appeler le vaccin Pfizer ou le vaccin Moderna, cette chose à ARN, elle ne vous préserve pas de la transmission selon leur propre admission. Et même si c'était le cas, il a été créé pour agir sur l'ogive, la protéine spike. Donc l'année prochaine, ces armes biologiques, dont une autre chose que j'ai apprise malheureusement, c'est qu'il y a des armuriers biologiques dans tout le pays. Et nous les avons littéralement financés. Pensez que nous avons financé un virologue de l'APL, de l'Armée populaire de libération, pour venir travailler dans nos laboratoires d'armement biologique militaire. C'est le summum de la folie ou de la trahison. Et l'APL, c'est l'Armée de libération populaire de Chine, pour les gens qui ne le savent pas.
Donc ça ne présage rien de bon. Tout à fait, oui. Et ça s'est passé sous l'administration Clinton, alors que c'était complètement illégal qu'il y ait des étudiants étrangers venant de pays alliés. Donc si vous veniez d'Iran, par exemple, ou d'un autre pays ne faisant pas partie de nos alliés, vous n'auriez même pas pu travailler dans un laboratoire de biologie qui travaille sur des pathogènes moins virulents. Parce que vous savez, tous les pathogènes peuvent être utilisés comme une arme biologique. Donc soudainement, nous sommes passés de cette position sous l'administration Clinton à l'administration Obama, qui finançait les virologues communistes chinois de l'armée populaire de Chine pour travailler dans nos laboratoires d'armes biologiques. C'est de la pure folie. Et j'ai réalisé que nous avions plus d'armuriers biologiques que je ne l'aurais cru. Je savais que les soviets en avaient, mais j'ai sous-estimé leur nombre dans le monde. Et ils peuvent maintenant créer une autre petite chose pour continuer avec ce coronavirus. Donc maintenant qu'ils ont la technologie de transmission au point, ils peuvent ajouter ce qu'ils veulent à ce virus. Donc chaque année, il vous faudra avoir un nouveau vaccin. Donc même si vous croyez au vaccin, que ce type de vaccin va marcher, ce dont je doute, même si vous y croyez, ce n'est pas une solution permanente. Les virus sont tout autour de nous, ils font partie de la nature. On a vécu avec pendant des millénaires et espérons que si nous survivons à tout ça, nous vivrons avec eux pour un autre millénaire. Mais vous savez, nous devons avoir une solution qui n'implique pas de vaccin, de quelque sorte que ce soit. Et pour ça, nous avons les solutions, nous avons les traitements et nous avons la prévention. Non seulement la chloroquine et l'hydroxychloroquine sont un bon traitement, mais c'est également bon en prévention. Une autre chose que vous pouvez faire pour améliorer votre système immunitaire, c'est au travers des compléments alimentaires. Vous savez, Big Pharma n'a jamais voulu que vous fassiez cela et ça ne fait aucun doute. Quand j'étais à la maison presque en train de devenir folle en regardant l'ordinateur, je secouais l'écran en me disant « Vous savez, pour tous les milliards de dollars que nous payons le CDC, pourquoi ne pas s'intéresser aux personnes qui sont vraiment très malades et qui meurent ?» Parce que si vous remarquez, il y a un genre de distribution bimodale de la maladie. Il y a des gens qui ont échappé à cette chose. La plupart des gens, plus de 90% des gens n'ont jamais vraiment été malades de cette chose. Ils sont fébriles, ils ont un genre de grippe et puis ils en ont été débarrassés. Et puis il y a un très petit pourcentage de gens qui sont en soins intensifs ou en train de mourir. Qui sont ces gens? Eh bien le CDC, avec tout cet argent, n'y a jamais regardé de plus près ou alors on ne nous l'a pas dit. Mais les Indonésiens l'ont fait. Ils ont regardé tout un tas de paramètres et ils ont vu que le niveau de vitamine D du patient déterminait énormément son état. Chez les malades de l'hôpital, si ce niveau de vitamine D était supérieur à 30, alors ils avaient moins de 4% de chances de finir en soins intensifs, ce qui est significatif quand on considère l'importance de la population. La plus grande chose que les gens peuvent faire est donc d'augmenter leur niveau de vitamine D si le soleil ne le fait pas. Voilà donc ma vision globale de la situation et je pense que cela fait partie d'un projet de démantèlement de l'Amérique. C'est absolument fascinant, Dr Merritt. Et vous savez, ce qui est drôle, c'est que sans être un professionnel médical, sans avoir lu toute la littérature, j'en étais venu à des conclusions similaires, juste avec ce que j'ai pu discerner dans ce que j'ai lu dans la presse. Donc je voudrais creuser un petit peu plus sur ces vaccins. Vous savez, c'est un sujet sensible. Juste hier, Biden, et aujourd'hui nous enregistrons, nous sommes le jeudi 14 janvier 2021, et juste hier, Biden a sorti un tweet disant qu'il s'assurerait que chaque Américain prenne ce vaccin. Et je me suis dit, oh, est-ce que ça m'inclut moi? Avez-vous des inquiétudes quant à la sécurité du vaccin? Et je veux dire, est-ce que vous le recommanderiez à vos patients de le prendre? Cela dépendrait-il de leur profil de risque? Qu'en pensez-vous? Eh bien, j'ai beaucoup de préoccupations, et non des moindres, quant à l'intégrité et à la moralité de la profession médicale. Parce que, vous savez, nous n'avons jamais forcé personne à prendre un traitement médical. Et peu importe comment vous y regardez, prendre un vaccin de n'importe quel type que ce soit, un vaccin contre la grippe ou autre, c'est un traitement médical et personne ne devrait y être contraint ou forcé. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a pendu les docteurs après la Deuxième Guerre mondiale en Allemagne. C'est pour avoir violé ce principe. Et nous ne devrions pas procéder ainsi. Mais la sécurité du médical est telle que je ne vous dirai pas de prendre le vaccin ou non. Vous devez prendre votre propre décision. Mais vous devriez avoir le droit d'avoir un consentement éclairé. Et c'est là où ça devient grave. Parce que si vous mettez la notice d'un vaccin sur votre Facebook, vous risquez de voir votre compte supprimé. Donc gardons à l'esprit que nous n'obtenons pas des consentements éclairés ici. On pourrait le penser, mais non. Donc si vous regardez rapidement l'historique de ces vaccins, ceux-ci n'en sont pas, c'est de la biologie expérimentale. Je n'aime pas les appeler vaccins parce que classiquement, un vaccin fonctionne comme ceci. Vous mettez en culture un paquet de pathogènes, disons la rougeole, vous la mettez en culture dans une cuve ou un œuf. Ensuite, vous en prenez une partie et vous le rendez moins fort, vous l'atténuez, vous l'affaiblissez. Et il y a différentes façons de faire cela. Puis vous les injectez aux gens et leur propre système immunitaire voit ces pathogènes affaiblis
et il réagit alors, juste assez pour l'introduire dans la mémoire immunitaire. Et donc, quand la personne y fera face la prochaine fois, ils ont été mémorisés et théoriquement, le système immunitaire peut mieux y répondre. C'est ce que votre corps fait quand il devient malade, sans toutes ces vaccinations. Quand vous tombez malade, votre corps acquiert une immunité parfaite pour presque toute votre vie. Et puis c'est terminé, ok? Sauf que, en quoi ceci est différent? Pourquoi n'est-ce pas vraiment un vaccin? Il ne vous injecte pas de pathogène, ni une partie de pathogène, ni une partie avec un adjuvant chimique pour que votre système immunitaire réagisse davantage. Ce qu'ils font, c'est de la programmation ARNM. Et l'ARNM est un petit morceau. C'est comme l'ADN, sauf que l'ARN messager est ce qui produit les protéines dans votre corps. C'est un genre de clé USB que vous mettez dans une imprimante 3D et puis vous lui dites ce que vous voulez qu'elle fasse et elle l'imprime. Nous avons ce moyen technique et ceci est son équivalent biologique. Je fais cet ARNM et je dis à votre corps que je veux qu'il produise certaines choses. Bien, dans ce cas, ce qu'ils ont fait, ils ont fabriqué un morceau d'ARNM pour créer la protéine Spike dans chaque cellule de votre corps, ou tout du moins dans une partie de celle-ci. Vous créez en fait une partie de ce pathogène dans votre corps, la protéine Spike. Et c'est là que ça devient un peu flou, à propos de la quantité qui sera créée en fait. Et je ne sais pas comment trouver cette information. Je n'ai pas pu la trouver, mais je suis certaine que quelqu'un sait. Ce qu'il se produit, et c'est le problème, je vais vous raconter ce qu'il s'est passé lors des études sur les animaux. Il y a eu des études, 4 vaccins différents sur 3 espèces animales différentes dont j'ai connaissance. Sur des furets, sur des chats. Les chats ont une spécificité naturelle en rapport avec le coronavirus. Donc chat, furet et un autre animal. Ils ont commencé avec les SRAS sur les chats et aussi avec le MERS, qui sont tous des pathogènes de la famille des coronavirus, plus mortels que le Covid actuel. Et après le MERS, ils ont essayé sur des furets et un autre animal. Et ce qu'il s'est passé, c'est que tous les animaux sont morts, mais ils ne sont pas morts du vaccin. Ce dont ils sont morts, c'est ce que l'on appelle l'augmentation immunitaire ou l'amélioration dépendante des anticorps. C'est ce qu'ils appellent l'ADE, mais ils l'appelaient auparavant renforcement du système immunitaire. Voilà ce qu'il s'est passé. Donc, vous faites cet ARNM, vous préparez le vaccin et vous l'injectez aux animaux et tout va bien pour le moment. Maintenant, vous confrontez l'animal au pathogène pour lequel il est supposé être immunisé. Donc, quand ils ont confronté ces chats avec le SRAS, ce qu'il s'est passé, c'est qu'au lieu de tuer le virus ou de l'affaiblir, ils ont créé une réponse immunitaire personnalisée qu'ils ont construite dans le système, qui code pour le virus de telle sorte que le virus est arrivé dans le corps du chat comme un cheval de Troie, invisible pour son propre système immunitaire, et le corps du chat reproduit le virus sans même vérifier, ce qui tue le chat d'une septicémie et d'une insuffisance cardiaque. Et de même pour les furets. C'est arrivé à chaque fois qu'ils ont essayé. Alors laissez-moi vous signaler que nous ne l'avons jamais fait avec succès dans les études sur les animaux pour ce type de virus. Nous n'avons jamais fait cela sur les humains auparavant, en tout cas pas nous. Peut-être que les Chinois l'ont fait et je vais en parler dans une seconde. Mais c'est pour cela que nous n'avons pas vraiment d'antécédents de succès. Ce vaccin a été envoyé au centre de distribution avant même d'avoir montré le moindre intérêt pour l'approbation de la FDA. Réalisez-vous ce que je veux dire, il a été déployé pour la distribution. Je sais qu'au Nebraska, il était dans les centres de distribution bien des jours avant que la FDA ne soit sur le point de l'approuver. Mais comment ? Je n'ai jamais vu ça se passer comme cela auparavant. Et la plus grande période de temps pendant laquelle ils ont vraiment suivi les gens après le vaccin, c'est 2 mois. Ce n'est pas suffisamment de temps pour savoir que nous n'aurons pas ce problème de facilitation de l'infection par les anticorps. Et d'un point de vue militaire, c'est une arme parfaite. Il n'y a aucun moyen de savoir pour quelle action l'ARN est programmé. Ni vous, ni moi, ni la plupart des médecins, qui ne peuvent d'ailleurs pas avoir accès à ces données. Ce ne sont que les gens au sommet de ce projet, ok ? Ils savent, mais nous ne savons pas. Ils disent que l'ARNM c'est pour la protéine Spike, mais comment pouvons-nous le prouver ? On n'en sait rien. Donc si j'étais la Chine et que je voulais abattre notre armée, c'est facile. Je ferais juste... Comme nous l'avons vu se produire, je produirai quelque chose que je peux accrocher à ce coronavirus, comme la protéine Spike ou quelque chose d'autre, une autre protéine. Et j'en fais juste un ARNM, mais de telle sorte que je sache que c'est quelque chose qui n'existe pas dans la nature, donc personne ne va mourir du vaccin.
Et 2 ans plus tard, je relâche, peu importe ce que j'ai produit. Je vais dire sa contrepartie et ça produira cette mort par augmentation de la réponse immunitaire. Et donc, c'est un mort à retardement. C'est ce que font les poisons binaires, ils sont retardés. Je vous donne la première partie, ensuite je peux m'en aller, et puis vous pouvez accidentellement entrer en contact avec la seconde partie et mourir, et c'est intraçable. Et ce n'est pas une menace hypothétique. Il y a une fuite des membres du Parti communiste chinois depuis Shanghai, et il y en a des centaines qui, travaillant pour Pfizer, pour AstraZeneca et GlaxoSmithKline, les compagnies qui faisaient ces vaccins. C'est absolument terrifiant, donc on va leur faire confiance. Vous savez qu'ils agissent dans notre meilleur intérêt. Où tout cela nous amène-t-il, Dr Merritt, pour les dernières quelques minutes qu'il nous reste? Quelles sont vos préoccupations concernant ce qui se profile à l'horizon? J'ai parlé à beaucoup de docteurs et ils m'ont dit qu'un nouveau Covid-21 arriverait, une variation de cela, et ils ont parlé de cette mutation du coronavirus qui est supposée être 70 fois plus virulente. Je ne sais même pas ce que ça signifie, je ne sais pas comment on peut mesurer ça. Eh bien, je peux vous le dire, oui, c'est celui d'Angleterre. Ne vous inquiétez pas pour ça, c'est pas grand-chose. Ce qu'ils disent, c'est que c'est juste plus transmissible. C'est comme dire que je vais à 150 sur l'autoroute et puis maintenant je peux aller à 155. Vous savez, vous n'avez pas à vous inquiéter de cette transmissibilité. C'est déjà tellement transmissible. Le rendre encore plus ne sera pas le problème. La létalité, c'est ça qui vous inquiète et ça, on ne parle pas de ça. Maintenant, ils pourraient nous sortir quelque chose d'autre. Mais s'ils font quelque chose basé sur ces virus aéroportés tels que le corona, nous avons un traitement qui est l'hydroxychloroquine ou l'ivermectine. Alors pourquoi s'acharner? Ce que nous devons faire, c'est reprendre notre monde à ces mauvais garçons de la virologie en disposant d'un approvisionnement en ivermectine et en hydroxychloroquine disponible, et ce dès maintenant. Et remarquez, quelles sont les chances que 2 usines d'hydroxychloroquine brûlent? Et ils disent, oh non, ce n'était pas des usines d'hydroxychloroquine. Non. Donc vous voyez, on vous ment à tous les étages. Ce que nous avons besoin de faire, il faut qu'on se lève maintenant. Je suis fière de dire que le gouverneur Ricketts du Nebraska est l'un des 5 gouverneurs qui n'ont pas restreint l'hydroxychloroquine d'aucune façon que ce soit. Tout le monde doit contacter son chef d'État pour qu'ils arrêtent de signer pour ce truc qui nous a été apporté par les universités médicales qui sont payées par Fauci et l'Institut national de la santé. Passons par-dessus ça et donnons à nos gens la capacité de se défendre par eux-mêmes. C'est comme de dire, ok, il va y avoir une pluie de missiles, mais vous ne pouvez pas mettre vos sacs de sable. Vous ne pouvez pas avoir de cave, vous ne pouvez pas avoir d'abri. Non, ce n'est pas juste. Vous devriez être capable d'avoir un moyen de défense. Les docteurs devraient connaître ces moyens de défense. Nous devons arrêter de mentir au sujet de ces moyens de défense et nous devrions dire à ces gens qu'il y a 5 ou 6 choses qui peuvent aider. J'ai un petit kit Covid dans mon bureau. Il contient du NaC, de la vitamine C, vitamine D, du zinc, du sélénium, de la quercétine, 6 choses. Et si vous faites cela, vous pouvez améliorer votre réponse immunitaire et votre capacité à vous débarrasser de ça et de ne pas en être terriblement malade. C'est possible qu'il sorte des choses plus dangereuses dans le futur, et alors nous aurons besoin de plus que cela. C'est pour cela que nous devons faire éclater la vérité. Les gens doivent pousser ceux qui les informent à dire que nous avons des traitements et que malheureusement les patients ne les obtiennent pas. Ce qui est triste, c'est que les gens ont peur d'aller à l'hôpital car ils savent qu'ils n'auront pas le bon traitement. Mais les docteurs, je voudrais faire ce point juste pour les docteurs. Je comprends si vous êtes en train de faire vos études et que vous ne pouvez pas parler. Si vous êtes coincé, je ne vous blâme pas. Mais je blâme tous ceux au-dessus de cela. Les gens qui prennent l'argent de Fauci, les gens qui prennent l'argent du NIH, qui veulent prendre cet argent, qui poussent le remdesivir et tuent des gens, pas parce qu'ils les tuent nécessairement avec du remdesivir, mais parce qu'ils les tuent en omettant les traitements qui fonctionnent dès le début en soins ambulatoires. Et les docteurs en dessous, ceux qui n'ont pas fini leurs études, doivent prendre une décision éthique ici, parce que nous devrions être des gens prophylactiques dans les maisons de retraite. Nous pourrions sauver des vies. Pour 5 $ par semaine, nous pourrions sauver beaucoup de ces personnes âgées. Mais ils ne veulent pas. Ils sont considérés comme ne contribuant pas à la société. Et c'est là où les nazis en sont arrivés, à dire que les gens ne méritaient pas de vivre. Doit s'élever au-dessus de ça. Car vous, messieurs les docteurs, qui choisissez de vous tenir tranquille parce que oui, vous avez des créances, vous avez 2 enfants et vous ne voulez pas perdre votre salaire d'universitaire, il est temps de revoir vos positions. Je pense que tout le monde dans la communauté médicale a besoin d'être courageux et d'être honnête ici.
L'information existe. Alors ne me dites pas qu'il n'y a pas de preuves. Vous savez, ils vous mentent à propos des preuves. Si vous faites un petit effort sur Internet, vous les trouverez facilement. Et sinon, vous pouvez aller sur le site d'America Frontlines Doctors ou sur le site de l'association AAPS, l'Association des médecins et chirurgiens américains, et de beaucoup d'autres organisations qui osent parler maintenant. Excellent, Dr. Merritt. C'était la dernière chose que j'allais vous demander. Un site que les gens devraient aller voir. L'Association des médecins et chirurgiens, qui est un groupe phénoménal. Les Frontline Doctors. Un autre groupe peut-être? Un autre mot de sagesse avant de nous quitter pour nous, Dr. Merritt? Eh bien, il y a la déclaration de Barrington. Et je veux dire, il y en a tellement. Allez simplement sur les sites alternatifs. Il y a SOT.net qui a beaucoup de bons articles. Je dirais que si vous voulez sortir de la pandémie maintenant, c'est vraiment très facile. Vous éteignez votre télévision, vous ôtez vos masques, vous réouvrez vos commerces et vous vivez votre vie. Vous serrez vos proches dans vos bras, vous faites des câlins à vos proches, vous allez voir vos proches âgés et vous faites des fêtes entre voisins car laissez-moi vous dire, on ne peut pas vivre dans une cave. Même si vous pensez que les masques fonctionnent, ne faites pas cela à vos enfants. Combien de décennies allez-vous le faire? Vivre tous nos hivers sous un masque? Non, je ne le ferai pas. Les masques ne fonctionnent pas. Amen. Bien, Dr. Merritt, merci mille fois d'avoir pris de votre temps pour être avec nous. Merci d'avoir partagé vos incroyables points de vue. Bien, messieurs, dames, comme le dit le Dr. Merritt, s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Vous le savez aussi bien que moi, cette vidéo risque de ne pas rester sur YouTube bien longtemps. Alors partagez ceci à vos amis, à vos parents, à votre liste de courriels, sur les plateformes de médias alternatives. Ces informations sont absolument essentielles. Des vies sont en jeu, notre liberté est peut-être aussi en jeu. Donc aidez-nous à faire connaître ces informations. Visitez ces sites web et partagez avec tous ceux que vous connaissez. Dr. Merritt, merci à nouveau et que Dieu vous bénisse.